Bienvenue à tous nos abonnés sur la chaîne, Une retraite sereine. C'était le jour du mariage de mon beau-frère. Ma belle-mère m'a dit, la salle de réception est trop petite. Dis à ta famille de ne pas venir. J'ai ricané, j'ai acquiescé, puis j'ai immédiatement réservé des billets d'avion pour la Corse pour toute ma famille. Ce jour-là, ma belle famille m'a laissé 99 appels en absence, et la voix de ma belle-mère était désespérée. Tout a commencé ce soir-là, lors d'un dîner en apparence tranquille chez mes beaux-parents. Comme tous les jeudis, ma belle-mère, Elisabeth, insistait pour que toute la famille dîne ensemble au moins une fois par semaine, soulignant que c'était là une tradition fondamentale de notre lignée. Sur la table, le bœuf bourguignon que j'avais mis des heures à préparer avec amour côtoyait d'autres plats que mon mari, Jean-Luc Moreau, et ses parents adoraient. J'ai servi une portion généreuse dans l'assiette de ma belle-mère. Elle a hoché la tête d'un air approbateur avant de lancer la conversation. Eh bien, plus qu'une semaine avant le grand jour, le mariage de notre Antoine. Presque tout est réglé, il ne reste que quelques petits détails à confirmer. J'ai répondu avec un sourire. Oui, belle maman, heureusement, tout se déroule à merveille. Antoine et sa future femme, Chloé, ils sont si bien assortis. Mon mari, Jean-Luc, la bouche pleine, a acquiescé vigoureusement. C'est vrai, maman. Et la liste des invités est quasiment bouclée. Il y a surtout les clients VIP de papa et mes partenaires d'affaires. Ce mariage doit être une démonstration de notre prestige. Mon beau-père, Bernard, s'est raclé la gorge, le visage rayonnant de fierté. Évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on marie son cadet. Peut-on faire les choses à moitié? L'hôtel Le Bristol, c'est ce qu'il y a de plus somptueux à Paris. Il faut bien montrer à tout le monde quel est notre rang. Dans cette atmosphère euphorique, j'étais moi aussi sincèrement heureuse pour mon beau-frère. J'allais justement demander à mon mari si nous devions faire un peu plus de shopping ce week-end pour la cérémonie. C'est alors que Jean-Luc s'est tourné vers moi, une hésitation dans le regard, et a baissé la voix. Mais le son était suffisamment clair pour que toute la famille entende. « Ah, Camille, il faut que je te parle de quelque chose. » J'ai senti une pointe d'appréhension en croisant son regard. « Oui, je t'écoute. » Jean-Luc a posé ses couverts. Il a jeté un regard à ses parents, comme pour chercher leur approbation, avant de se tourner de nouveau vers moi. « Tu sais, la plupart des invités au mariage d'Antoine sont des relations d'affaires importantes de papa ou les miennes. Comme tu le sais, ce sont des gens avec un certain statut social. Ils viennent aussi pour voir notre famille, notre standing. Alors, je me demandais si, pour cette fois, ce ne serait pas mieux de ne pas inviter ta famille. » Chaque mot qu'il prononçait était comme un poignard planté dans mon cœur. Je suis resté figé, manquant de laisser tomber mes couverts. L'atmosphère s'est instantanément alourdie. Ma belle-mère, comme si elle n'attendait que ce moment, est intervenue avec une voix faussement douce. « Oh, Camille, ne le prends pas mal. Jean-Luc dit ça pour le bien de la famille. Les invités de mon mari sont tous des PDG, des présidents de conseils d'administration. Tes parents, qui ont mené une vie simple, ne seraient pas à l'aise dans un cadre aussi fastueux. Et puis, il y a ton frère et sa femme, n'est-ce pas? Imagine, s'ils faisaient une gaffe, cela pourrait ternir notre réputation. » J'ai entendu ces mots très clairement. Ce n'était pas un conseil. C'était une insulte enrobée de sucre. En 3 ans de mariage, je m'étais habitué au mépris de ma belle famille pour mes origines modestes. Mon père était un professeur à la retraite et ma mère tenait une petite fromagerie de quartier. Comparé à la famille de mon mari, des entrepreneurs de génération en génération, c'était le jour et la nuit. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils traiteraient ma famille de la sorte, surtout pour un événement aussi joyeux que le mariage de leur fils. Pour ne pas perdre la face, les parents qui m'avaient mis au monde et élevé étaient, à leurs yeux, une source de honte. J'ai regardé l'homme que j'avais épousé par amour, Jean-Luc. Il a évité mon regard, l'air embarrassé, mais il n'avait aucune intention de retirer ses paroles. Il a pris mon silence pour un consentement. Je suis soulagé que tu comprennes. Nous sommes une famille. On doit penser les uns aux autres. Allez, finis ton assiette avant que ça ne refroidisse. La nourriture dans ma bouche avait le goût de la pierre. J'avais la gorge nouée, incapable d'avaler quoi que ce soit. J'ai posé mes couverts et j'ai dit d'une voix aussi calme que possible, « C'est bon, j'ai terminé. Je vais monter dans notre chambre. » Je me suis levé, j'ai salué poliment et je me suis précipité à l'étage.
Je ne voulais pas qu'il voie les larmes qui menaçaient de couler. Ce n'est qu'une fois la porte claquée que j'ai laissé éclater mes sanglots. Toute l'amertume accumulée depuis 3 ans a explosé. Combien de sacrifices avais-je fait pour cette famille? Mes économies, mes primes, même cet appartement dans lequel nous vivions, c'étaient mes parents qui en avaient financé la majeure partie. Je m'étais efforcé d'être une bonne épouse, une belle fille parfaite. Je ne demandais qu'un peu de respect. Et qu'avais-je reçu en retour? Du mépris et une humiliation cuisante. Tandis que les larmes coulaient sur mes joues, un autre feu a commencé à brûler en moi. Ma patience avait atteint ses limites. S'ils me méprisaient, alors j'allais leur faire payer le prix. J'ai essuyé mes larmes, la faiblesse avait disparu, remplacée par une froide détermination. J'ai pris mon smartphone et j'ai ouvert une application de réservation de vol. Destination, la Corse. Départ, le samedi 25 décembre, le jour même du mariage d'Antoine Moreau. J'ai réservé 5 billets. Pour moi, mon père, ma mère, mon frère et ma belle-sœur. Ma famille avait bien besoin de vacances. Il était temps de s'éloigner de ces hypocrites. Une fois la réservation confirmée, un message de validation est apparu. J'ai esquissé un sourire glacial. Cette comédie, je n'allais plus la jouer seul. Le lendemain matin, j'ai prétexté devoir passer chez mes parents pour mettre mon plan à exécution. En me voyant, ma mère m'a immédiatement demandé, le visage inquiet. « Mon Dieu, Camille, tu as l'air épuisé. Il y a un problème avec ta belle famille ?» J'ai forcé un sourire. « Non, maman, ne t'inquiète pas. C'est juste la fin d'année. Beaucoup de travail. Je suis un peu fatigué. » Je ne voulais pas leur causer de soucis inutilement. Pendant le déjeuner, alors que mon frère et ma belle-sœur nous avaient rejoints, j'ai pris la parole avec précaution. « Papa, maman, Thomas, Marie, j'ai quelque chose à vous dire. » Tout le monde a posé ses couverts pour me regarder. J'ai pris une grande inspiration et j'ai annoncé ma décision. J'ai réservé des billets d'avion, pour nous 5, pour un voyage en Corse. On part samedi prochain, pour 4 jours. Mon père, surpris, a demandé « La Corse? Mais pourquoi si soudainement? Et samedi prochain, ce n'est pas le mariage de ton beau-frère ?» Ma mère s'est également inquiétée. « C'est vrai, Camille, c'est un jour important pour eux. Comment peut-on s'absenter? Que vont-ils dire ?» Je m'attendais à cette réaction. J'ai calmement raconté ce qui s'était passé la veille, sans omettre un seul détail. L'attitude de mon mari, les paroles humiliantes de ma belle-mère. Je n'ai pas pleuré. Ma voix était posée, mais chaque mot était chargé de la blessure et de la colère que j'avais refoulée. Quand j'ai eu fini, un lourd silence s'est abattu sur la pièce. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. La pensée de ce que sa fille avait enduré lui brisait le cœur. Le visage de mon père, cet homme doux qui avait été professeur toute sa vie, s'est durci de colère. Mon frère a frappé la table du poing. « Ces salauds, comment osent-ils traiter ma sœur comme ça? Papa, maman, je pense que Camille a entièrement raison. Nous n'avons aucune raison d'aller à ce mariage pour nous faire humilier une fois de plus. Bien sûr qu'on part en voyage. » Ma belle-sœur m'a pris la main pour me réconforter. « Camille, tu as tellement enduré. Fais ce que tu penses être juste. On sera toujours là pour toi. » Mon père est resté silencieux un moment, puis il m'a regardé avec un mélange de pitié et de fierté. D'une voix basse, il a dit « Je suis désolé, ma chérie. Si ton père et moi avions eu plus de moyens, tu n'aurais pas à subir tout ça dans ta belle famille. » J'ai secoué la tête. « Non, papa. Je n'ai jamais eu honte de notre famille. C'est moi qui ai mal jugé les gens. J'aimerais que ce voyage soit une compensation pour toutes les injustices que j'ai subies, un moment de joie et de détente pour nous tous. Considérez que c'est moi qui vous l'offre. » Finalement, toute ma famille a approuvé ma décision. L'inquiétude initiale s'est transformée en colère, puis en un soutien inconditionnel. Ma mère a séché ses larmes et a commencé à discuter avec enthousiasme des vêtements à emporter, tandis que mon frère cherchait déjà les meilleurs restaurants de Corse sur son téléphone. En voyant les sourires s'épanouir sur les visages de ceux que j'aimais, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Ce n'était pas un simple voyage, c'était une déclaration. Une déclaration que moi, Camille Dubois, ainsi que ma famille, nous n'étions pas des gens qu'on pouvait piétiner si facilement. Une déclaration que notre dignité ne pouvait être achetée par une fausse vanité. Ce voyage en Corse serait le premier pas vers ma libération. Mercredi soir,
3 jours seulement avant le mariage, je suis rentré du travail. En entrant dans notre chambre, j'ai vu mon mari, Jean-Luc, assis sur le lit, le visage furieux. À ses pieds, ma valise, que j'avais commencé à préparer, était grande ouverte, mes vêtements éparpillés partout. J'ai compris qu'il avait tout découvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi. Où comptais-tu aller? A-t-il demandé en se levant d'un bond. J'ai posé mon sac avec calme et j'ai commencé à ramasser mes vêtements pour les plier méthodiquement. Tu le vois bien. Je me préparais à partir en voyage. En voyage? Tu es folle? Tu sais très bien que le mariage d'Antoine est ce samedi, non? Tu es sa belle-sœur, un membre de la famille. Et tu comptes t'absenter un jour aussi important? A-t-il crié, son beau visage déformé par la colère. J'ai arrêté de plier mes vêtements et je l'ai regardé droit dans les yeux. Un membre de la famille? N'est-ce pas toi qui as dit que ma propre famille n'était pas digne d'assister à ce mariage de peur de ternir votre réputation? Alors, que suis-je censé faire ici? Sourire comme une jolie poupée, accueillir les invités et prétendre que nous sommes une famille heureuse et unie? Désolé, mais je ne jouerai pas cette comédie. Jean-Luc est resté sans voix. Il ne s'attendait visiblement pas à une telle répartie. Après avoir bafouillé un instant, il a fini par articuler. Ce n'est qu'une parole en l'air. Tu ne trouves pas que tu réagis de manière excessive? Les problèmes de famille, ça se règle en privé, discrètement. Pourquoi faire tout ce scandale? Je ne fais pas de scandale. Je pars simplement en vacances avec ma famille, dans un endroit où nous serons les bienvenus et respectés. Pas dans un endroit où on nous traite comme une source de honte. Ma voix était glaciale. Notre dispute s'est envenimée. Jean-Luc ne réalisait absolument pas sa faute. Il ne répétait qu'un seul mot, la réputation. Sa réputation, la réputation de sa famille. Il avait peur de ce que ses amis et partenaires d'affaires diraient en ne voyant pas la femme de son frère au mariage. Son égoïsme me donnait la nausée. C'est alors que son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran, a pâli et a décroché précipitamment. Il s'est retiré dans un coin de la pièce pour parler à voix basse. Malgré ses efforts, quelques mots sont parvenus jusqu'à moi. Oui, monsieur Martin, je sais. Ne vous inquiétez pas, j'essaie de trouver une solution. Ce sera réglé avant le mariage, promis. Monsieur Martin, j'ai froncé les sourcils. C'était le responsable événementiel de l'hôtel de Bristol, celui qui s'occupait personnellement du mariage d'Antoine. Pourquoi appelait-il Jean-Luc d'un ton si pressant, comme un créancier réclamant son dû? Sentant mon regard, Jean-Luc a rapidement mis fin à l'appel. Il s'est retourné et a changé d'attitude à 180 degrés. Il s'est approché de moi et a tenté de me prendre les mains. Camille, ma chérie, tout à l'heure, j'étais sur les nerfs. Calme-toi, réglons ça entre nous. Ne pars pas, s'il te plaît. Ce changement soudain m'a rendu méfiante. J'ai retiré mes mains. Il y a un problème, n'est-ce pas? Jean-Luc a hésité. Non, non, ce n'est rien. Juste quelques difficultés financières à l'entreprise en ce moment. Mais mon intuition me disait que ce n'était pas si simple. Cet appel avec M. Martin concernait clairement de l'argent. Et pourquoi appelait-il Jean-Luc plutôt que son père, le principal intéressé? Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Ma prime de fin d'année. Chaque année, elle était conséquente, et cette année ne faisait pas exception. Pas possible. J'ai fixé Jean-Luc, et j'ai demandé d'un ton sec. L'acompte de 40 000 € pour la salle de réception. Vous comptiez le payer avec ma prime, n'est-ce pas? Le visage de Jean-Luc est devenu livide. La panique dans ses yeux disait tout. Il a bégayé, incapable de formuler une phrase cohérente. Comment tu sais? Donc c'était bien ça. Derrière cette humiliation se cachait donc un complot financier sordide. Non seulement il méprisait ma famille, mais il comptait en plus détourner l'argent que j'avais durement gagné. Une rage intense a déferlé en moi. J'ai laissé échapper un rire amer. Jean-Luc Moreau, toi et ta famille, vous êtes vraiment incroyables. Mon argent vous intéresse, mais ma famille vous dégoûte. Vous ne vous trouvez pas un peu trop cupides et effrontés? Ce premier affrontement avait révélé une partie de la vérité, mais je savais que ce n'était pas tout. Le silence de Jean-Luc n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Emporté par la colère, je n'avais plus l'intention de ménager sa réputation. J'ai immédiatement ouvert l'application de ma banque sur mon téléphone pour consulter notre compte joint. L'historique des transactions est apparu clairement. Il y a 3 jours,
Une somme importante de 50 000 € avait été débitée. Le bénéficiaire, Bernard Moreau, mon beau-père. J'ai brandi l'écran du téléphone sous le nez de Jean-Luc. Et ça, c'est quoi? Explique-moi. Pourquoi as-tu viré 50 000 € à ton père depuis notre compte joint sans m'en dire un mot? En voyant l'écran, Jean-Luc a reculé, le visage exsangue. Il a ouvert la bouche, mais aucun prétexte ne lui venait. J'ai continué. Ma voix était claire et ferme, chaque mot une lame tranchant son hypocrisie. Laisse-moi deviner. Toi et ta famille, vous aviez tout prévu, n'est-ce pas? Sachant que j'allais bientôt recevoir ma prime, vous avez réservé un mariage somptueux pour ton frère, histoire de frimer. Ensuite, vous avez détourné l'argent en douce, puis humilié ma famille pour que je ne les invite pas. De cette façon, vous pouviez financer une cérémonie fastueuse avec mon argent sans avoir à subir la honte d'une belle famille jugée rustre. C'est bien ça, un coup double, n'est-ce pas? J'étais moi-même surprise de la froideur et du sarcasme de ma propre voix. Jean-Luc tremblait. Il s'est effondré sur le lit, la tête entre les mains. Je suis désolé. Mes parents m'ont tellement mis la pression, je n'avais pas le choix. La pression, j'ai éclaté de rire. Un rire douloureux. Jean-Luc, ne rejette pas la faute sur les autres. Tu es un adulte, tu as un travail, une famille. Mais tu n'as jamais, pas une seule fois, essayé de défendre ta femme. En 3 ans, j'ai assez supporté, tu te souviens? J'ai commencé à énumérer leurs actes honteux, un par un. La première année de notre mariage, ta mère voulait refaire la cuisine selon les principes du Feng Shui. Je lui ai donné 20 000 €. L'année suivante, ton père a voulu changer de voiture pour impressionner ses amis. J'ai contribué à hauteur de 50 000 €. L'anniversaire de ta mère, c'était un sac de luxe. Les études de ton frère à l'étranger, son argent de poche mensuel, c'est encore moi qui ai payé. Cet appartement, mes parents ont payé 80% de l'apport, mais il est à nos deux noms, en 3 ans. As-tu seulement calculé combien d'argent j'ai dépensé pour ta famille? Toutes mes économies, mon sang et ma sueur, tout est parti dans ce puits sans fond qu'est ta famille. Et tout ce que je reçois en retour, c'est peur de perdre la face? Plus je parlais, plus ma fureur montait. J'avais été si naïve, si aveugle. Je pensais qu'en me dévouant sincèrement, je gagnerais leur amour et leur respect. Mais je m'étais trompé. Pour eux, je n'étais rien de plus qu'un distributeur de billets. Un distributeur de billets dont les origines étaient trop modestes pour être exhibé au grand jour. Jean-Luc ne disait rien. Il ne pouvait nier aucune de mes accusations. Tout était vrai, et les preuves irréfutables des virements étaient sous ses yeux. Son silence me décevait encore plus. Je ne voyais en cet homme que lâcheté et faiblesse. Tout l'amour et tous les sacrifices que je lui avais consacrés me paraissaient soudain ridicules. C'est décidé, ai-je dit fermement. On divorce. Je ne peux plus vivre avec un mari aussi faible et une belle famille aussi cupide. On vendra cet appartement et on partagera l'argent au prorata de ce que chacun a investi. L'argent que j'ai dépensé pour ta famille, je le considérerai comme un don de charité à des gens pauvres d'esprit. Sur ces mots, j'ai pris ma valise et je me suis dirigé vers la porte. Je ne voulais pas rester une seconde de plus dans cette maison. L'air y était devenu suffocant. Tout me dégoûtait. Jean-Luc, horrifié, s'est précipité pour me bloquer le passage. Non, pas de divorce, jamais. Camille, ne pars pas. J'ai eu tort, j'ai tout gâché. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Mais je savais que ces paroles étaient fausses. Il n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur de perdre son distributeur de billets. Et il avait sans doute peur de quelque chose d'autre, que j'allais bientôt découvrir. Notre altercation devant la porte a attiré l'attention de toute la famille. Mes beaux-parents et le futur marié, Antoine, sont montés en toute hâte. En me voyant avec ma valise, prête à partir, le visage de ma belle-mère a changé. Son air habituellement affectueux avait disparu, remplacé par une voix stridente et méchante. « Mais qu'est-ce que tu fabriques? Où vas-tu avec cette valise en pleine nuit? Tu es décidé à mettre le chaos dans cette famille. » Antoine est également intervenu. « Belle-sœur, s'il y a un problème, on peut en parler. C'est bientôt mon mariage. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? » J'ai laissé échapper un rire méprisant en voyant cette famille d'égoïstes. Je me suis dégagé de l'emprise de Jean-Luc et j'ai répondu froidement. « Où je vais, ça ne vous regarde pas. Et votre mariage, je n'ai aucune obligation de rester pour sauver les apparences. »
Je divorce de Jean-Luc Moreau. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir les uns avec les autres. Le mot divorce a glacé toute la famille. Mon beau-père, qui jouait toujours les gentlemen, a perdu son calme et a crié « Divorce? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle? Qu'est-ce qui manque à mon fils pour que tu veuilles divorcer? Ça, demandez-le directement à votre précieux fils, ai-je rétorqué sans la moindre hésitation. La confrontation était à son comble. Ils ont commencé à me rejeter toute la faute. J'étais une belle fille ingrate, une épouse qui ne se souciait pas de son mari. J'étais celle qui semait la zizanie pour un rien, qui détruisait le bonheur familial. Enfin, leur vrai visage, laid et sans vergogne, se révélait. Réalisant qu'il ne pourrait pas me convaincre par les mots, Antoine, mon beau-frère, m'a soudain jeté quelque chose d'inimaginable. Il a sorti un papier de sa poche et l'a lancé dans ma direction. Le papier a atterri à mes pieds. C'était un compte-rendu d'analyse de laboratoire gynécologique. Nom de la patiente, Camille Moreau. Résultat, grossesse, 6 semaines. Ma tête s'est mise à tourner. J'étais enceinte? Comment avais-je pu ne pas le savoir? En y repensant, je me sentais fatigué. Ces derniers temps, j'avais peu d'appétit, et mes règles étaient en retard. Mais j'avais mis ça sur le compte du stress de fin d'année au travail. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais être enceinte. Tandis que j'étais sous le choc, Jean-Luc a changé d'attitude, comme s'il venait de saisir une bouée de sauvetage. Son air désemparé a fait place à une assurance triomphante. Il a arraché le papier et l'a brandi devant mon visage, d'un ton menaçant. « Tu vois, Camille, tu portes mon enfant. L'héritier étant attendu de la famille Moreau. Et maintenant, tu veux divorcer? Tu veux faire de notre enfant un enfant sans père? Tu es si cruel ?» Ma belle-mère a rapidement enchaîné, d'un ton magnanime. « C'est vrai. Pour le bien de mon petit-fils, je te pardonne ton comportement insolent pour cette fois. Allez, range cette valise et viens t'asseoir tranquillement pour discuter. » Tout ce stress est mauvais pour le bébé. Ils avaient retourné la situation. Ils savaient déjà que j'étais enceinte, ils m'avaient fait suivre en secret, avaient obtenu mes résultats d'analyse, et maintenant, ils utilisaient mon enfant, pas encore né, comme une arme pour me piéger. C'était le moyen de me garder dans cette maison, de m'obliger à continuer de subir leurs exploitations et leurs humiliations. Leur cruauté et leurs calculs m'ont donné la chair de poule. Ils ne se souciaient ni de moi, ni de la joie d'avoir un petit enfant. Pour eux, ce bébé n'était qu'un outil de contrôle, leur dernière carte à jouer. En voyant le visage triomphant de Jean-Luc et l'attitude arrogante de sa famille, toute mon hésitation a disparu. Si je restais ici, dans quel environnement mon enfant grandirait-il? Qu'apprendrait-il d'un père lâche, d'une grand-mère cupide et d'une famille de calculateurs? Non, je ne pouvais pas laisser mon enfant vivre une telle vie. J'ai regardé Jean-Luc et sa famille droit dans les yeux. Je n'ai plus crié, je ne me suis plus battu. Ma voix était étrangement calme. Cet enfant est mon enfant. Je l'élèverai seul. Et le divorce, ça ne change pas. Sur ces mots, sans la moindre hésitation, j'ai pris ma valise, je les ai dépassés, et j'ai franchi la porte qui m'avait emprisonné pendant 3 ans. Derrière moi, j'entendais leurs cris et leurs insultes, mais je ne me suis pas retourné. En sortant de cette maison, l'air froid de la nuit m'a saisi, mais mon cœur était plus léger que jamais. J'étais libre. J'ai hélé un taxi. Je n'avais pas de destination précise. Assise dans la voiture, regardant les lumières des lampadaires défiler, j'ai enfin pu pousser un long soupir de soulagement. Ma main s'est posée inconsciemment sur mon ventre. Une petite vie grandissait en moi. Ce n'était pas un fardeau, c'était une motivation. Cet enfant était entièrement le mien, et la raison pour laquelle je devais devenir plus forte. J'ai décidé de me rendre chez mon frère. En me voyant débarquer en pleine nuit avec ma valise, mon frère et ma belle-sœur se sont beaucoup inquiétés. Quand je leur ai tout raconté, en particulier ma grossesse et la manière dont ma belle famille avait utilisé le bébé pour me faire chanter, mon frère est devenu rouge de colère. Il voulait aller immédiatement régler son compte à Jean-Luc. Ma belle-sœur a eu du mal à le retenir. Elle m'a prise dans ses bras pour me consoler. « Ne t'inquiète pas, Camille. Reste ici aussi longtemps que tu le voudras. C'est aussi chez toi ici. Pour le bébé, quelle que soit ta décision, on te soutiendra. » La chaleur de ma famille m'a fait pleurer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à mon avenir, à mon enfant, au procès de divorce qui s'annonçait.
Je savais que la famille de Jean-Luc ne me laisserait pas partir si facilement, surtout avec l'enfant comme otage. J'étais perdu dans mes pensées quand mon téléphone a vibré, signalant un nouveau message. C'était un numéro inconnu. Le contenu du message était bref, mais il m'a suffi pour me redresser d'un bond. Madame Moreau, ne voudriez-vous pas savoir pourquoi votre mari, Jean-Luc, envoie 2000 € chaque mois à une personne enregistrée sous le nom de professeur Sophie? Je me suis senti pétrifié. Professeur Sophie, je n'avais jamais entendu ce nom de la bouche de Jean-Luc. Pourquoi envoyait-il de l'argent à une autre femme tous les mois? 2000 € par mois, ce n'était pas une petite somme. Des milliers de questions se bousculaient dans ma tête. Qui était cette personne? Pourquoi savait-elle cela? Et pourquoi me contactait-elle maintenant? Un terrible pressentiment m'a envahi. Je sentais que derrière ce message se cachait une vérité bien plus horrible que tout ce que je savais déjà. La tromperie de Jean-Luc ne se limitait pas à l'argent et à la lâcheté. J'ai répondu avec des doigts tremblants. « Qui êtes-vous pour me dire cela ?» Quelques secondes plus tard, la réponse est arrivée. Quelqu'un qui veut vous aider à obtenir justice. Si vous voulez connaître la vérité, retrouvez-moi demain à 9 h au Café X, rue Y. Venez seul. Je suis resté à fixer le message, le cœur battant à tout rompre. D'un côté, j'avais peur. Peur que ce soit un piège, peur d'affronter une vérité insupportable. Mais, d'un autre côté, la curiosité et le besoin de connaître le vrai visage de l'homme que j'avais aimé me poussaient à y aller. Je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance, aussi cruelle que soit la vérité, je devais savoir. D'accord, j'y serai. Après avoir envoyé ce dernier message, j'ai posé mon téléphone. Une autre longue nuit commençait. Mais cette fois, à la blessure et à la colère, s'ajoutaient le doute et la peur diffuse de la vérité à venir. Le lendemain matin, je suis arrivé au lieu de rendez-vous à l'heure convenue. J'ai choisi une table dans un coin d'où je pouvais observer tout le café. Mon cœur battait la chamade, un mélange de tension et d'appréhension. Je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Un homme, une femme, un ami, un ennemi. À 9 h précises, un homme grand, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, est entré dans le café. Il a balayé la salle du regard et s'est dirigé droit vers ma table. « Madame Moreau, n'est-ce pas? Je m'appelle Martin Duval. » a-t-il dit en me tendant la main. Sa voix était grave et courtoise. Je lui ai serré la main, restant sur mes gardes. « Oui, bonjour, c'est donc vous qui m'avez envoyé ce message. » Il a hoché la tête en s'asseyant en face de moi. « C'est exact. Je suis détective privé. » Le mot « détective privé » m'a surprise. Pourquoi un détective viendrait-il me voir? Qui l'avait engagé? Comme s'il lisait dans mes pensées, Monsieur Duval a poursuivi. « Rassurez-vous, ce n'est pas votre mari qui m'a engagé, mais plutôt quelqu'un qui lui en veut. »« Qui ?» ai-je demandé sans détour. Au lieu de répondre directement, il a fait glisser une fine enveloppe en papier craft vers moi. « Regardez d'abord ceci. » D'une main tremblante, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés bancaires du compte de Jean-Luc. Comme l'indiquait le message, chaque 5 du mois, un virement de 2000 € était effectué vers un compte au nom de Sophie Laurent. Cette transaction se répétait depuis près de 3 ans, quelques mois seulement après mon mariage avec Jean-Luc. Le nom de Sophie Laurent m'a glacé. Je me souvenais de ce nom. C'était le nom de l'ancienne petite amie de Jean-Luc à l'université. Des amis m'avaient raconté qu'ils avaient été très amoureux, mais qu'ils s'étaient séparés pour une raison inconnue juste avant d'obtenir leur diplôme. Jean-Luc ne m'avait jamais parlé d'elle en détail. Il disait simplement que c'était du passé. « Professeur Sophie, c'est Sophie Laurent, » ai-je dit, en relevant la tête, la voix tremblante. Monsieur Duval a acquiescé. « C'est exact. Madame Laurent est actuellement institutrice dans une école maternelle privée. Votre mari l'a probablement enregistrée sous le nom de professeur Sophie pour ne pas éveiller les soupçons. » Ma tête bourdonnait. Pourquoi Jean-Luc envoyait-il autant d'argent à son ex-petite amie, chaque mois, depuis près de 3 ans? Que s'était-il passé entre eux? Se voyait-il toujours dans mon dos? Des questions douloureuses envahissaient mon esprit. J'avais donc non seulement été exploité financièrement durant tout mon mariage, mais j'avais aussi été trahi de la manière la plus éhontée. Jean-Luc m'avait trompé, de façon préméditée. Pourquoi? Pourquoi avez-vous ces documents? Et pourquoi me les donnez-vous? J'essayais de rester calme, mais je ne pouvais cacher le tremblement dans ma voix.
Monsieur Duval m'a regardé avec un air de compassion. Comme je vous l'ai dit, une personne m'a engagé pour enquêter sur la relation entre votre mari et Madame Laurent. Une fois l'enquête terminée, mon client a jugé que vous deviez connaître la vérité. Il pense que vous êtes la seule à pouvoir infliger à Jean-Luc Moreau la punition qu'il mérite. Qui est ce client? Ai-je demandé à nouveau. Cette fois, il n'a pas esquivé. Il m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé un nom qui m'a laissé abasourdi. Ce nom expliquait tout. Leur rancœur, et pourquoi il voulait exposer le vrai visage de Jean-Luc. Et cela ouvrait la porte à mon propre plan de vengeance. Un plan que je n'aurais jamais pensé mettre à exécution. Mais avant d'en arriver là, je devais connaître toute la vérité. La vérité dont M. Duval parlait, encore plus douloureuse que ce que je venais de voir. Une vérité encore plus douloureuse? Ai-je répété après le détective. Un pressentiment sinistre m'a envahi. Que pouvais-je ignorer de plus? Le détective, sans un mot, a poussé vers moi un dossier plus épais que le précédent. C'était un simple dossier blanc, sans aucune inscription. Mes mains tremblaient en le touchant. Un poids invisible semblait écraser chaque feuille de papier. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisi et j'ai ouvert le dossier. La première page contenait plusieurs photos, visiblement prises à la dérobée. On y voyait Jean-Luc jouant joyeusement dans un parc avec un petit garçon d'environ 3 ans. L'enfant avait des cheveux bouclés, de grands yeux ronds et un sourire radieux. Et ce qui m'a pétrifié sur place, c'était le visage de cet enfant. Il était le portrait craché de Jean-Luc, le nez, la bouche, même l'expression de ses yeux. C'était une version miniature de l'homme que j'appelais mon mari. À leur côté se tenait Sophie Laurent. Elle regardait le père et le fils avec un regard tendre et heureux. Ils ressemblaient à une parfaite petite famille de 3. Mon cœur a semblé s'arrêter. Le sang s'est figé dans mes veines. J'ai tourné la page suivante, puis la suivante. Toutes montraient Jean-Luc aux côtés de Sophie et de l'enfant, faisant les courses ensemble, dînant dans un restaurant chaleureux, Jean-Luc portant l'enfant sur ses épaules. Ces photos heureuses étaient comme des milliers de lames qui déchiraient mon cœur. J'ai finalement atteint la dernière page. C'était un type de document qui m'était devenu bien trop familier ces derniers jours, un rapport d'analyse. Mais cette fois, ce n'était pas une confirmation de grossesse, mais un test de paternité. Échantillon de cheveux de Jean-Luc Moreau. Et échantillon de cheveux d'un petit garçon nommé Léo Laurent. Résultat, probabilité de paternité de 99%. Tout s'est effondré devant moi. C'était donc ça. Les 2000 € par mois étaient une pension alimentaire. Non seulement Jean-Luc m'avait trompé, mais il avait eu un enfant hors mariage avec son ancienne petite amie, un fils de 3 ans, ce qui signifiait qu'il avait cet enfant et Sophie depuis le début de notre mariage, voire avant. Alors, qu'était mon mariage? Pendant ces 3 dernières années, qu'étais-je à ses yeux? Une épouse ou une couverture parfaite pour dissimuler sa relation coupable? Un distributeur de billets gratuits qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille officielle, tout en finançant sa maîtresse et son fils. La douleur, la colère et le sentiment d'avoir été complètement dupé m'ont coupé le souffle. J'avais été une idiote, une marionnette dans la pièce de théâtre, mise en scène par mon mari et sa famille. Il m'avait trompé, extorqué mon argent, et je découvrais seulement maintenant que j'étais la tierce personne qui s'était immiscée dans son vrai foyer heureux. Pourquoi? Ai-je à peine réussi à murmurer d'une voix rauque. Les larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Le détective m'a tendu un mouchoir et a attendu que je me calme un peu avant de commencer à parler lentement. D'après mes recherches, M. Moreau et Mme Laurent ne se sont en fait jamais vraiment séparés. La famille de votre mari s'opposait à leur union, jugeant que la famille de Mme Laurent n'était pas à leur niveau, ce qui les a amenés à prendre leur distance un temps. C'est après cela que votre mari vous a rencontré et s'est marié avec vous en toute hâte, probablement parce que, aux yeux de sa famille, vous étiez une meilleure candidate, une bonne situation professionnelle, des revenus élevés et surtout la capacité de les soutenir financièrement. Même après votre mariage, il a continué à voir Madame Laurent en secret, et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée enceinte. Il mène cette double vie depuis 3 ans. Chaque mot du détective était un coup de marteau sur mon cœur déjà brisé. C'était donc ça. Mon mariage était fondé sur le calcul et la tromperie depuis le tout début. Je n'étais qu'un outil, un choix économiquement plus avantageux. L'amour qu'il m'avait montré, ses vœux, tout était un mensonge.
J'ai refermé le dossier et j'ai essuyé mes larmes. La douleur s'est muée en une autre émotion, glaciale. Je ne pleurais plus. Mes larmes étaient trop précieuses pour être versées pour un homme aussi méprisable. Jean-Luc et ta famille, vous m'avez poussé au bord du gouffre. Ne venez pas vous plaindre de ma cruauté. J'ai relevé la tête et j'ai regardé le détective droit dans les yeux. Il n'y avait plus de faiblesse dans mon regard, seulement une détermination d'acier. Faites-moi rencontrer Sophie Laurent. Le détective, comme s'il s'attendait à ma demande, a hoché la tête, a sorti son téléphone et a composé un numéro. Après un court appel, il s'est tourné vers moi. Madame Laurent accepte de vous voir. Cet après-midi, à 15 heures, dans un salon de thé à Vincennes. Je vous enverrai l'adresse exacte. C'est un endroit calme, avec des salons privés. J'ai acquiescé. Mon esprit était en tumulte, mais ma décision était prise. À partir de cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. À 15 heures précises, je suis arrivé au salon de thé convenu. Un parfum subtil d'encens flottait dans ce petit espace décoré avec un charme d'antan. Guidé par une employée, je suis entré dans un salon privé où une femme, Sophie Laurent, m'attendait déjà. Elle paraissait plus fatiguée et plus fragile que sur les photos. Elle portait une simple robe à fleurs et ses longs cheveux étaient sagement attachés. Son visage était doux, mais ses yeux étaient cernés, comme s'il portait le poids de nombreuses histoires. En me voyant entrer, elle a sursauté et s'est levée. Son visage était un mélange d'embarras et de culpabilité. « Bonjour, asseyez-vous. » Sa voix était faible et douce. Je me suis assise en face d'elle. Un silence suffocant s'est installé entre nous. Pendant un instant, j'ai eu une envie folle de me jeter sur cette femme, de l'insulter, de lui tirer les cheveux. Mais en voyant ses yeux fatigués et l'air résigné sur son visage, ma colère s'est un peu apaisée. J'ai réalisé qu'elle était, comme moi, une victime. « Vous savez tout, n'est-ce pas ?» A-t-elle rompu le silence la première. « Oui, » ai-je répondu, ma voix toujours froide. « Je sais tout. Votre fils, et ma vie conjugale, ce mensonge. » Sophie a baissé la tête. Ses mains étaient jointes sur la table. « Je suis désolé. Je sais que des excuses n'ont plus de sens maintenant, mais... Il m'a trompé, moi aussi. » Puis, d'une voix tremblante, parfois entrecoupée de sanglots, elle a commencé son récit. Leur amour à l'université, l'opposition de la famille de Jean-Luc, et le fait qu'il ne lui avait jamais dit qu'il rompait. Il avait juste demandé du temps pour convaincre sa famille. Mon mariage, avait-il prétendu, n'était qu'une solution temporaire pour rassurer ses parents et assurer sa stabilité financière. Il lui avait promis, maintes et maintes fois, qu'après un an ou deux, il divorcerait de moi et reviendrait officiellement auprès d'elle et de leur fils. Il lui avait dit que pour moi, il ne ressentait qu'une responsabilité, pas de l'amour, et que j'étais une femme forte et indépendante qui pourrait très bien vivre sans lui, contrairement à elle et à leur fils. Sophie a fondu en larmes. J'ai cru à ses paroles. Pendant 3 ans, j'ai stupidement cru à ses promesses. J'ai accepté de vivre comme une maîtresse dans l'ombre. J'ai accepté que mon fils n'est pas un père à plein temps. Tout ça dans l'espoir qu'un jour, il tiendrait sa promesse. Je l'ai écouté en silence. Finalement, Jean-Luc avait mis en scène une pièce de théâtre différente pour chacune de nous. Pour moi, le mari aimant. Pour Sophie, l'homme contraint à un mariage de raison, mais déterminé à retrouver son véritable amour. Il nous avait manipulés toutes les deux, faisant de nous des pions dans son jeu égoïste. Mais pourquoi avoir décidé de tout révéler maintenant ? Ai-je demandé, ma voix un peu adoucie. Sophie a essuyé ses larmes, ses yeux brillants de colère. Je n'en pouvais plus. Ces derniers temps, il venait de moins en moins voir notre fils, et il ne payait plus la pension alimentaire à temps. Et puis j'ai appris que son frère allait se marier à l'hôtel de Bristol, une cérémonie fastueuse. C'est là que j'ai compris. Il n'allait jamais quitter votre vie opulente pour venir nous rejoindre. Ses promesses n'étaient que des mensonges. Il nous considérait, mon fils et moi, comme un fardeau à cacher. Alors, j'ai engagé un détective. Au début, je voulais juste savoir s'il y avait une autre femme que vous et moi. Mais les résultats ont montré à quel point il vous avait traité de manière abominable. Je ne pouvais plus me taire. Si je n'agissais pas, nous allions toutes les deux, vous, moi et nos enfants, passer notre vie à être piétinés par lui. Un sentiment de solidarité a germé en moi. Nous étions dans des positions différentes, mais nous avions un ennemi commun.
Nous avions été trompés et utilisés par le même homme. La fusion de nos douleurs respectives a créé une force immense. J'ai regardé Sophie droit dans les yeux. Alors, que voulez-vous? Je veux que mon fils ait un père, et je veux que Jean-Luc paie pour ce qu'il a fait, a-t-elle répondu fermement. C'était aussi ce que je voulais. D'accord, ai-je dit. Je vais vous aider. Et vous, vous allez m'aider. Ensemble, nous allons lui faire payer le prix le plus élevé. J'ai tendu la main. Sophie m'a regardé un instant, puis a posé sa main sur la mienne. La femme et la maîtresse du même homme venaient de sceller une alliance officielle. Une alliance forgée dans les larmes, la tromperie et un désir brûlant de vengeance. Sur le chemin du retour, je me suis souvenu des billets d'avion pour la Corse que j'avais réservés. Au départ, c'était un acte de rébellion silencieuse, une fuite loin de ces gens ignobles. Mais maintenant, tout avait changé. Ce n'était plus mon problème personnel, c'était une guerre pour la justice. Fuir n'était plus une option. Je devais rester pour me battre, pour tout exposer, et pour que ceux qui m'avaient blessé paient le prix. La première chose que j'ai faite en rentrant a été d'appeler ma famille pour leur dire que le voyage devait être reporté. Je leur ai dit qu'au lieu de profiter de la mer turquoise et des plages de sable blanc, nous allions assister à une pièce de théâtre bien plus divertissante. Après cette poignée de main fatidique, Sophie et moi sommes restés des heures dans ce salon de thé feutré. La gêne initiale avait complètement disparu, laissant place à une profonde compréhension mutuelle et une détermination sans faille. Nous n'étions plus des rivales. Nous étions des alliés sur le même front. Notre unique objectif, démasquer Jean-Luc et sa famille au moment où ils se croiraient au sommet de leur gloire, lors du mariage de son frère Antoine, pour leur infliger une humiliation publique retentissante. Nous devons frapper là où ça fait le plus mal, ai-je commencé. Leur réputation et leur argent, Sophie a acquiescé. C'est vrai, cet homme et sa famille tiennent à leur orgueil plus qu'à leur vie. Si le mariage d'Antoine est annulé dans des conditions honteuses, ce sera un coup terrible pour eux. En nous basant sur les informations que nous avions, nous avons commencé à élaborer un plan méticuleux et cruel. La première étape, c'est la pression financière, ai-je dit. Je sais qu'ils doivent encore 40 000 € à l'hôtel et qu'ils comptaient sur ma prime. Comme j'ai quitté la maison, ils doivent être en train de chercher cet argent comme des fous en ce moment. Nous devons bloquer toutes leurs sources de financement. Comment? A demandé Sophie. C'est vous qui détenez la clé, ai-je dit en la regardant. Jean-Luc vous doit des arriérés de pension alimentaire. C'est une dette légale. Allez directement à l'hôtel, le Bristol, et demandez à voir le responsable événementiel. Dites-lui que son client, Jean-Luc Moreau, est un homme irresponsable qui ne paie même pas pour son propre fils. Laissez entendre que c'est avec cet argent qu'il compte financer ce mariage luxueux. Exigez de l'hôtel qu'il réclame le paiement intégral de la compte avant le début de la cérémonie. Sinon, en tant que créancière, menacez de contacter la presse pour révéler que le Bristol aide un père indigne. Aucun grand groupe ne voudra être mêlé à un tel scandale. Les yeux de Sophie se sont illuminés. Elle avait compris mon intention. Ce serait une pression psychologique très efficace. L'hôtel, pour protéger sa réputation, mettrait sans aucun doute la pression sur la famille Moreau. La deuxième étape, c'est la préparation des preuves. Ai-je continué? Demain, je vois mon avocat. Je vais rassembler tous les relevés bancaires, les reçus, les documents prouvant chaque centime que j'ai versé à cette famille depuis 3 ans. Je vais faire un décompte détaillé pour que tout le monde voie combien ils m'ont extorqué. On ne parlera pas de quelques dizaines de milliers d'euros. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. Les rénovations, le changement de voiture, les études d'Antoine, puis toutes les petites dépenses. Cela devait bien atteindre les 300 000 €. Assez pour choquer tout le monde. Pendant ce temps, préparez l'acte de naissance de votre fils et les résultats du test de paternité. Ce sont des preuves que personne ne pourra contester, ai-je demandé à Sophie. Compris, a-t-elle acquiescé. Et enfin, l'étape la plus importante, la médiatisation, ma voix s'est faite plus basse. Il ne faut pas que ça reste entre nous. Le monde entier doit savoir. Je vais contacter quelques journalistes que je connais. Sans donner de détails, je leur dirai simplement qu'au mariage du cadet de la famille Moreau, il y aura une révélation fracassante sur une escroquerie au mariage, un enfant caché et une extorsion de fonds. La presse adore ce genre d'histoire. Ils viendront de même. Sophie a hésité un instant. Mais cela n'aura pas de conséquences pour mon fils, Léo,
Plus tard, je lui ai pris la main. Je comprends votre inquiétude, mais si nous ne faisons rien, votre fils ne sera jamais reconnu par son père, et mon enfant naîtra dans le mensonge. C'est une question de justice, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants. Faites-moi confiance. Quand la tempête sera passée, le ciel s'éclaircira. Vous et votre fille serez protégés par la loi, et vous pourrez commencer une nouvelle vie, sans plus avoir à vous cacher. Mes paroles fermes l'ont convaincu. Nous avons revu le plan une dernière fois. Tout était logique. Sophie irait au front pour exercer la pression financière et porter le premier coup, tandis que je préparais les preuves en coulisses pour asséner le coup de grâce. Quand nous avons quitté le salon de thé, il faisait déjà sombre. Un vent froid soufflait, mais dans nos cœurs, une flamme brûlait. Une flamme de vengeance et d'espoir. Le plan était établi. La plus grande pièce de théâtre de la vie de Jean-Luc Moreau était sur le point de s'achever. Et c'est nous, les deux femmes qui l'avaient piétiné, qui allions en écrire la fin. Le lendemain, vendredi, la veille du mariage, notre plan a été mis à exécution. Comme prévu, Sophie a tiré le premier coup. Elle portait un tailleur sobre et élégant, l'acte de naissance de son fils, les preuves du non-paiement de la pension alimentaire par Jean-Luc, et quelques photos d'eux trois étaient soigneusement rangées dans un porte-documents. Je ne l'ai pas accompagnée, mais nous sommes restés en contact permanent. Je savais qu'elle était nerveuse, mais l'amour pour son fils et la colère lui donnaient de la force. Je suis arrivé. L'hôtel est immense et magnifique, m'a-t-elle envoyé par message. Calme-toi, tu n'as rien fait de mal. Tu es juste venu réclamer les droits de ton fils. Sois digne et clair, ne dis que les faits. Leur réputation leur importe plus que la nôtre, ai-je répondu. Peu de temps après, Sophie m'a appelé. Sa voix était un murmure excité. J'ai rencontré M. Martin, celui qui avait appelé Jean-Luc. Il avait l'air très professionnel, mais quand je lui ai montré les documents et que j'ai commencé à parler, son visage a changé du tout au tout. Selon elle, M. Martin avait d'abord tenté de garder ses distances, prétextant la vie privée de ses clients. Mais quand Sophie a prononcé les mots presse et l'hôtel de Bristol aidant un homme à fuir ses responsabilités de père, il n'a plus pu rester passif. « Calmez-vous, madame, lui a-t-il dit, en la conduisant dans un salon privé pour lui offrir un thé. Nous devons vérifier cette affaire, mais ne vous inquiétez pas. Notre hôtel fonctionne sur des principes de confiance et d'intégrité. Nous ne laisserons pas une affaire fâcheuse entacher notre image de marque. » Après avoir écouté toute son histoire, et surtout après avoir vu l'acte de naissance mentionnant le père au nom de Jean-Luc Moreau et la photo de l'enfant qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, M. Martin a été complètement convaincu. Il a promis de reparler immédiatement à la famille du marié. Sophie a conclu l'appel en disant « Apparemment, le contrat stipule qu'ils doivent régler la totalité des frais avant midi aujourd'hui. Sinon, l'hôtel a tout à fait le droit d'annuler l'événement. Je crois que notre plan fonctionne. » J'ai poussé un soupir de soulagement. La première bombe avait explosé avec succès. Toute la pression était désormais sur les épaules de mon ex-belle-famille. Il n'allait pas avoir le temps de respirer. Comme de juste, 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner frénétiquement. Pendant que Sophie semait la tempête à l'hôtel, je n'étais pas resté inactive. Toute la matinée du vendredi, je l'ai passée avec un vieil ami de confiance, l'avocat Marc Perrin. Son cabinet était situé dans un quartier d'affaires. Quand je lui ai tout raconté, l'exploitation financière, l'enfant caché de mon mari et mon plan de vengeance au mariage, Marc a écouté en hochant la tête, son expression devenant de plus en plus grave. « Camille, tu as vraiment traversé un enfer, » a-t-il dit quand j'ai eu fini. « Légalement, nous avons totalement l'avantage, le divorce est une certitude. Le défi, c'est de récupérer un maximum de ce que tu as perdu et de leur faire payer le juste prix. » J'ai acquiescé. C'est pour ça que je suis venu te voir. Je veux que tu mettes tout ça en forme, un dossier clair pour que les gens voient leur vrai visage. Nous nous sommes mis au travail immédiatement. Je lui ai donné accès à tous mes comptes bancaires des 3 dernières années. Chaque transaction a été passée au crible. Les virements à mes beaux-parents, les retraits en espèces pour Jean-Luc, les frais de scolarité et de subsistance de mon beau-frère, tout a été méticuleusement enregistré. Marc n'arrêtait pas de siffler entre ses dents. Ces gens te prenaient vraiment pour une mine d'or. Regarde ça. Plusieurs fois par mois, de l'argent sortait sous prétexte d'argent de poche pour les parents, de soutien aux entreprises. Au moins 5 000 € à chaque fois.
En voyant les chiffres défiler sur l'écran, j'avais mal au cœur en pensant à ma stupidité passée, mais une colère sourde montait en moi face à la cupidité sans fin de cette famille. C'était mon sang, ma sueur, l'argent que j'avais gagné en travaillant jour et nuit. Après plusieurs heures de travail acharné, en début d'après-midi, Marc a enfin calculé le montant total. Il a tourné l'écran de son ordinateur vers moi. En dehors des dépenses communes du ménage, le montant total que tu as directement ou indirectement versé à la famille de Jean-Luc au cours des 3 dernières années est d'environ 320 000 euros. 320 000 euros. Le chiffre m'a moi-même choqué. Je n'imaginais pas m'être fait extorquer une somme aussi énorme. C'était la quasi-totalité de mon patrimoine, tout ce que j'avais économisé depuis avant mon mariage. Je vais t'imprimer tous ces relevés et te constituer un dossier parfait, a dit Marc avec fermeté. Et aussi les documents prouvant l'origine des fonds que tu as apportés pour l'appartement. Avec ces preuves, au procès, non seulement tu récupéreras l'appartement, mais aussi une grande partie de ce que tu as perdu. Mais pour l'instant, j'allais m'en servir pour mon plan. J'ai pris le dossier épais que Marc venait d'imprimer. Ce n'était pas juste du papier, c'était la preuve de 3 ans d'humiliation et mon arme la plus tranchante pour la bataille finale. Tout était prêt. La bombe à retardement était installée. Il ne restait plus qu'à la déclencher au bon moment. En sortant du cabinet d'avocat, je ne suis pas rentré directement. Je me suis assise dans un café tranquille pour passer à l'étape suivante de mon plan. Créer une tempête médiatique. Grâce à mon travail, j'avais quelques bons contacts dans le monde de la presse. J'ai ouvert mon répertoire et j'ai choisi les noms de 3 journalistes en qui j'avais le plus confiance. C'étaient des journalistes passionnés de la rubrique société et surtout, des gens avec une éthique professionnelle, incorruptible. Mon premier appel était pour Madame Dubois, d'un grand journal en ligne. « Allô, Camille ? Ça fait longtemps. Que se passe-t-il » Sa voix, de l'autre côté du fil, était toujours aussi dynamique. « Bonjour, Madame Dubois. Je vous appelle car j'ai un scoop qui pourrait beaucoup vous intéresser. » J'ai parlé d'une voix aussi calme et mystérieuse que possible. « Oh, de quoi s'agit-il ? Dites-moi tout. » Demain, au mariage du fils cadet de la famille Moreau à l'hôtel de Bristol, une pièce de théâtre très intéressante va se jouer. Le thème, escroquerie au mariage, adultère, enfants cachés et révélation d'extorsion de fonds. Acteurs principaux, second rôle et preuves irréfutables, tout est prêt. Madame Dubois est restée silencieuse quelques secondes. Je savais qu'elle était en train d'analyser l'information. En tant que journaliste chevronnée, elle savait que c'était une exclusivité en or. C'est sérieux ? L'information est fiable ? Absolument. Je suis la source interne. Vous n'avez qu'à envoyer quelqu'un sur place à l'heure de la cérémonie. Je vous garantis l'article le plus lu du mois. Inutile d'en dire plus. Madame Dubois a immédiatement accepté ma proposition. D'accord. Je vous fais confiance. On se voit sur place demain. J'ai contacté les 2 autres journalistes de la même manière. Leurs réactions ont été identiques. L'appât était lancé, et les gros poissons avaient mordu. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais que l'histoire se propage davantage, pour piquer la curiosité du public, avant même le début de l'événement principal. J'ai utilisé une nouvelle carte SIM pour créer un compte anonyme sur les réseaux sociaux. Puis, dans un style laissant penser qu'une tierce personne répandait une rumeur, j'ai posté un court message. Ça va chauffer demain. Rumeur. Le mariage de AM, fils du PDG de Moreau, fils, ne va pas se passer comme prévu. Sa belle-sœur, C.D., aurait découvert qu'elle s'est fait plumer de plusieurs centaines de milliers d'euros par sa belle famille pour le mariage, et que son mari, J.L. M., a un fils caché de 3 ans. Le scoop, c'est que la maîtresse débarquerait au mariage avec l'enfant pour réclamer la reconnaissance. Hâte de voir ce drama demain à l'hôtel Le Bristol. Moreau, scandale. Même si le conte était nouveau, les initiales cryptiques et le contenu sulfureux ont rapidement attiré l'attention. Plusieurs pages spécialisées dans les potins ont capturé et partagé ma publication. En quelques heures, l'histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à spéculer, identifiant la famille Moreau à partir des initiales. La tempête commençait à se former. Des nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de la maison Moreau. Et moi, la créatrice de cette tempête, je sirotais tranquillement mon café refroidi en attendant le lendemain. Comme je l'avais prévu, la bombe qui a explosé à l'hôtel a provoqué un séisme chez les Moreau. Le vendredi,
Vers 11 heures, mon téléphone a commencé à sonner sans interruption. Le premier appel venait de mon beau-père. Lui qui se donnait toujours des airs de gentleman digne, sa voix au téléphone était pleine d'urgence et de colère. « Camille, c'est toi qui as manigancé ça? Une folle est venue faire un scandale à l'hôtel. C'est toi qui l'as envoyée, n'est-ce pas ?» J'ai répondu d'une voix neutre, avec un calme olympien. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, beau papa. Votre famille et moi n'avons plus aucun lien. Désormais, arrête de faire l'innocente. Qui d'autre que toi ferait une chose pareille? Écoute-moi bien. Arrête tes bêtises, dis à cette femme de partir immédiatement, et ramène-toi avec l'argent pour payer l'acompte de l'hôtel. Sinon, tu vas le regretter. » Son effronterie m'a fait rire. Même dans cette situation, il pensait pouvoir me menacer et me donner des ordres. Je n'ai pas un centime, et je suis justement en route pour l'aéroport pour partir en voyage. Profitez bien du mariage. Je lui ai raccroché au nez avant qu'il ne puisse ajouter un mot. Immédiatement après, c'est ma belle-mère qui a appelé. Contrairement à son mari, elle a opté pour la stratégie des larmes et des supplications. « Camille, ma chérie, comment peux-tu nous faire ça? Je sais que tu es en colère, mais de là à vouloir gâcher le mariage de ton beau-frère, quelle faute a commis Antoine? Reviens, je t'en prie. Les problèmes de couple, ça se règle par le dialogue. Et puis, te promener comme ça alors que tu es enceinte, ce n'est pas bon pour le bébé. Pense à mon petit-fils. » Elle n'oubliait pas de se servir de mon enfant pas encore né comme d'un appât. Mais je n'étais plus l'idiote d'avant. « Belle maman, cet enfant n'est pas votre petit-fils, c'est mon enfant. Et je ne l'élèverai jamais dans une famille comme la vôtre. Arrêtez votre comédie, j'en ai vraiment assez. » J'ai raccroché à nouveau. Le dernier était Jean-Luc. Il m'a appelé plus de 10 fois. J'ai d'abord ignoré, mais lassé par son insistance, j'ai fini par décrocher. Sa voix était d'une pitié abjecte. « Camille, s'il te plaît, reviens. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Je ferai tout ce que tu veux. Si tu veux que je m'agenouille, je m'agenouillerai. S'il te plaît, juste pour cette fois, sauve-moi. Mes parents vont me tuer. L'hôtel réclame l'argent. Comment veux-tu que je trouve 40 000 € tout de suite? C'est ton problème et celui de ta famille. Ça ne me concerne plus, ai-je répondu froidement. Voyant que les supplications ne fonctionnaient pas, il a révélé sa vraie nature et a commencé à me menacer. « Tu ne trouves pas que tu abuses? Ça te plairait que je raconte partout que tu es une folle qui a abandonné son foyer en étant enceinte pour ruiner sa belle famille? Je peux faire en sorte que tu ne puisses plus jamais lever la tête en public. » J'ai ricané. « Ah oui? Alors vas-y, fais-le. On verra bien de quel côté les gens se rangeront. Celui du mari infidèle avec un enfant caché et de la belle famille qui plume sa belle-fille, ou celui de la pauvre épouse trompée. Ah, et jette un œil à Internet. On dirait que ton histoire fait pas mal le buzz en ce moment. » Sur ces mots, j'ai raccroché et j'ai bloqué leurs 3 numéros. Tout se déroulait comme prévu. Leur chaos était mon plus grand plaisir. J'ai éteint mon téléphone, je me suis adossé à mon siège et j'ai fermé les yeux. Il restait moins de 24 heures. Le grand spectacle allait bientôt commencer. En contraste total avec le chaos de la famille Moreau, ma dernière journée avant le mariage s'est déroulée dans une paix surprenante. Depuis que j'avais quitté leur maison, je vivais chez mon frère. L'atmosphère chaleureuse, les soins de mon frère et de ma belle-sœur, et les plats faits maison que ma mère m'apportait chaque jour pansaient lentement mes blessures. J'ai passé la plupart de mon temps à me reposer, à lire, à écouter de la musique, à prendre soin de moi. Je suis aussi allé à l'hôpital pour un contrôle. La première fois que j'ai entendu le cœur de mon bébé battre, petit mais puissant, je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'étaient des larmes de bonheur et d'espoir. Cet enfant était le cadeau le plus précieux que la vie m'ait fait, et la raison pour laquelle je devais vivre une vie plus forte et meilleure. Je n'ai pas oublié d'appeler Sophie. Elle m'a dit que l'hôtel n'arrêtait pas d'appeler mon beau-père pour réclamer le paiement. Il l'avait menacé d'annuler la cérémonie et même de les poursuivre en justice pour atteinte à l'image de l'hôtel si le paiement n'était pas effectué. « Ils doivent être complètement paniqués en ce moment », m'a dit Sophie, sa voix jubilatoire. J'ai entendu dire que mon beau-père a essayé d'emprunter de l'argent partout, mais personne n'a voulu lui prêter. Apparemment, tout le monde sait que son entreprise va mal et qu'il est criblé de dettes. Je n'ai fait que sourire. C'était le prix à payer pour leur cupidité et leur vaine prétention. Ils voulaient un mariage fastueux pour parader, mais n'en avaient pas les moyens,
et avaient tenté de détourner l'argent de leur belle-fille. Ils étaient maintenant tombés dans le piège qu'ils avaient eux-mêmes creusé. Vendredi soir, la veille du mariage, alors que je me préparais à dormir, j'ai reçu un dernier message d'un numéro inconnu. Je savais que c'était Jean-Luc. « Camille, je sais que tu me détestes, mais notre enfant n'a rien fait. Juste une fois, pense à lui, reviens-moi. Quoi qu'il arrive, un enfant a besoin d'une famille unie. Je te dédommagerai, toi et ta famille. Je serai parfait. S'il te plaît. » Les mots étaient suppliants, mais je n'y sentais que l'hypocrisie et le mensonge. Une famille unie, bâtie sur la tromperie, la trahison et le calcul. Mon enfant n'avait pas besoin d'un tel père. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement supprimé le message et j'ai éteint mon téléphone. Toutes ces supplications arrivaient bien trop tard. Mon cœur, pour lui, était mort la nuit, où il avait utilisé mon enfant pour me faire chanter. Demain, j'irai là-bas, pas en tant que son épouse, ni en tant que belle-sœur du marié. J'irai pour obtenir justice, pour moi-même et pour l'enfant dans mon ventre. La tempête arrivait et j'étais prête à l'affronter. Samedi 25 décembre, le matin où, selon le plan initial, ma famille et moi aurions dû être en Corse, j'étais assise dans un café chic en face de l'hôtel Le Bristol. De là, j'avais une vue imprenable sur le hall de l'hôtel où le mariage d'Antoine Moreau devait bientôt avoir lieu. Le parking était bondé de voitures de luxe. Les invités, vêtus de costumes élégants et de robes somptueuses, entraient en souriant. À l'entrée, les parents des mariés accueillaient les convives. Mon beau-père et ma belle-mère affichaient des sourires forcés, mais leurs visages trahissaient l'anxiété et la fatigue. À leur côté, Jean-Luc, le visage blême, ne cessait de regarder autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose ou craignait quelqu'un. Ils ressemblaient à des acteurs jouant péniblement leur dernier rôle. J'ai bu une gorgée de mon thé. Mon esprit était étrangement calme. J'avais donné des instructions claires à Sophie et aux journalistes. N'agir qu'à l'heure exacte du début de la cérémonie, une fois tous les invités réunis. Ce serait le point culminant de cette pièce de théâtre. 11h30, l'heure du mariage approchait. Le hall s'est vidé. J'ai vu mon beau-père pousser un soupir de soulagement. Il pensait sans doute avoir passé le plus dur, qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre lancer la cérémonie. Mais il se trompait. À cet instant précis, le responsable événementiel de l'hôtel, M. Martin, est sorti rapidement dans le hall, accompagné de 2 agents de sécurité. Il s'est approché de mon beau-père d'un pas décidé. Je n'entendais pas leur conversation, mais à leur attitude et au mouvement de leurs lèvres, je devinais qu'ils lui lançaient un ultimatum. Une tension palpable a envahi le hall. Quelques invités retardataires les regardaient avec curiosité. Les sourires ont complètement disparu des visages de mes beaux-parents. Ils ont commencé à se disputer. Mon beau-père agitait les mains, essayant d'expliquer quelque chose, tandis que ma belle-mère était au bord des larmes. Jean-Luc était pétrifié sur place, ne sachant que faire. La pièce de théâtre montrait ses premières fissures. La scène était prête, les acteurs en place. Il était temps pour les personnages principaux d'entrer. Et ils arrivaient. Alors que la famille Moreau se disputait avec la direction de l'hôtel, un autre événement a capté l'attention de tous. Un groupe de personnes, visiblement des journalistes armés de caméras et de micros, a soudainement fait irruption à l'entrée de l'hôtel. C'était ceux que j'avais invités. L'arrivée de la presse a ajouté au chaos. Plusieurs invités ont sorti leur smartphone pour filmer la scène. Mon beau-père et Jean-Luc étaient horrifiés. Ils ne comprenaient pas pourquoi les journalistes étaient là. Ils ont tenté de les arrêter, mais les journalistes les ont ignorés et ont pointé leurs objectifs vers les parents du marié. Est-il vrai que le mariage rencontre quelques difficultés aujourd'hui? Monsieur Jean-Luc Moreau, les rumeurs d'adultère et d'enfants cachés sont-elles fondées? Les questions fusantes tombaient comme une averse. Mon beau-père et Jean-Luc bafouillaient, incapables de répondre. Et au milieu de ce chaos, la véritable protagoniste du drame a fait son entrée. De l'autre côté de la rue, Sophie Laurent, vêtue d'une simple robe blanche, avançait calmement, un adorable petit garçon dans les bras. C'était Léo, le fils de Jean-Luc. L'enfant, imperturbable face à la foule, regardait autour de lui de ses grands yeux ronds. Tous les objectifs se sont immédiatement tournés vers la mère et son fils. Sophie n'a pas flanché. Elle a traversé le cercle des journalistes et s'est plantée devant un Jean-Luc pétrifié, comme une statue. Elle a pris une profonde inspiration et a dit d'une voix claire et forte, pour que tout le monde entende, «
Monsieur Moreau, je ne suis pas venu gâcher le mariage de votre frère. Je suis venu pour que mon fils ait un père. Puis, se penchant vers l'enfant en pointant Jean-Luc du doigt, elle a dit « Léo, regarde, c'est ton papa ». L'espace a semblé exploser. Des murmures ont éclaté de toutes parts. Tous les regards se sont tournés vers l'enfant, et personne ne pouvait nier sa ressemblance frappante avec Jean-Luc Moreau. C'était une preuve vivante et irréfutable. Jean-Luc, le visage livide, a reculé de quelques pas. Il a secoué la tête en bégayant. « Non, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. » Son déni lâche n'a fait qu'aggraver la situation. Sophie l'a regardé avec un mélange de mépris et de douleur. Elle n'avait plus besoin de parler. Son entrée en matière était un succès total. La première bombe avait explosé, et sa puissance était suffisante pour ébranler les fondations mensongères de la famille Moreau. Alors que tous les regards étaient rivés sur la confrontation dramatique entre Sophie et Jean-Luc, j'ai décidé de faire mon apparition. J'ai quitté le café et j'ai traversé la rue pour me diriger calmement vers l'hôtel. Mon arrivée, celle de l'épouse légitime de Jean-Luc Moreau, a immédiatement créé une nouvelle onde de choc. Tous les objectifs se sont à nouveau tournés vers moi. Madame Moreau, que pensez-vous de cette situation? Étiez-vous au courant de la relation entre votre mari et cette femme? Je n'ai répondu à aucune question. Je me suis approché tranquillement de Sophie, faisant face à mon mari traître et à sa famille d'hypocrites. J'ai regardé Jean-Luc, tremblant de peur, et mes beaux-parents, qui me fixaient avec un mélange de colère et d'effroi. J'ai souri, un sourire léger, mais empreint d'un mépris infini. Puis je me suis tourné vers les journalistes. Ma voix n'était pas forte, mais elle était suffisamment claire et ferme pour faire taire le brouhaha ambiant. Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être venus aujourd'hui. Ce que Madame Laurent vient de dire est entièrement vrai. Et pour dissiper tout doute, en tant qu'épouse légitime de Jean-Luc Moreau, je vais vous fournir quelques preuves supplémentaires. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti les 2 dossiers que j'avais préparés. J'en ai donné un à Madame Dubois, la journaliste en qui j'avais le plus confiance. J'ai levé l'autre bien haut pour que tout le monde le voie. Ce que j'ai en main, et je commençais à expliquer. Premièrement, le rapport du test de paternité prouvant que M. Jean-Luc Moreau et le jeune Léo sont père et fils avec une probabilité de 99%. Il ne peut plus le nier. J'ai tourné la page. Deuxièmement, voici les relevés bancaires prouvant que, depuis 3 ans, M. Moreau a versé chaque mois 2 000 € à Mme Laurent au titre de la pension alimentaire pour son fils. Un père responsable peut être, mais un mari menteur, certainement. Et enfin, j'ai sorti le dossier le plus épais, celui préparé par mon avocat. Voici la partie la plus intéressante. C'est le décompte détaillé de tout l'argent que j'ai dépensé pour ma belle famille ces 3 dernières années. Les frais de rénovation de leur maison, le remplacement de leur voiture, les études de mon beau-frère à l'étranger et, point crucial, l'acompte de 50 000 € pour ce mariage aujourd'hui. Le total s'élève à environ 320 000 €. Ils ne se sont pas contentés de jouer avec mes sentiments, ils m'ont utilisé comme un distributeur de billets. Chaque preuve que je présentais était comme un coup de marteau sur la tête de Jean-Luc et de sa famille. Jean-Luc était figé sur place, au bord de l'évanouissement. Il ne pouvait plus trouver aucune excuse. Toutes les preuves étaient trop claires, irréfutables. Le visage autrefois distingué de mon beau-père était devenu bleu de rage et de honte. Ma belle-mère s'est effondrée au sol en sanglotant. Menteurs, cupides, égoïstes, hypocrites. Leur vrai visage était entièrement exposé devant des dizaines de journalistes, devant le monde entier. La chute de Jean-Luc Moreau n'était plus une possibilité, c'était une réalité. Aussitôt que j'ai révélé la dernière preuve, le responsable de l'hôtel, M. Martin, n'a pu hésiter. Il s'est avancé, a pris le micro du maître de cérémonie et a déclaré d'une voix forte et claire. « Chers invités, je m'appelle Jean-Christophe Martin, responsable événementiel de l'hôtel Le Bristol. Au nom de l'hôtel, j'ai le grand regret de vous annoncer une nouvelle fâcheuse. En raison d'une rupture de contrat et d'un défaut de paiement de la part de la famille du marié, nous sommes contraints d'annuler la cérémonie de mariage de M. Antoine Moreau prévue aujourd'hui. Nous vous présentons nos sincères excuses pour ce désagrément. Pour toute question ou réclamation, veuillez vous adresser directement au représentant de la famille du marié, M. Bernard Moreau. » La déclaration de M. Martin a été le coup de grâce final. Tout était officiellement terminé. Les invités,
d'abord sceptiques, croyaient maintenant complètement à l'histoire. Ils ont commencé à murmurer bruyamment. Beaucoup diffusaient l'événement en direct avec leur smartphone. Chuchotements, ricanements, regards mêlés de mépris et de pitié, tout s'est abattu sur la famille Moreau. La mariée et sa famille, alertés par le tumulte, sont sortis en courant. Voyant cette scène chaotique et entendant les murmures, la jeune mariée n'a pas supporté le choc et s'est évanouie sur place. Son père, réalisant que sa fille avait failli épouser un membre d'une famille d'escrocs, est entré dans une colère noire, a insulté mon beau-père au visage et a immédiatement annoncé la rupture des fiançailles. La famille Moreau était complètement anéantie. Mon beau-père, appuyé contre un mur, tenait à peine debout. Ma belle-mère pleurait toujours au sol. Le pauvre marié, Antoine, se tenait là, l'air absent, comme un zombie. Et le principal coupable de tout ce désastre, Jean-Luc, gardait la tête baissée, incapable de regarder qui que ce soit. Le prestige et la réputation qu'ils avaient bâtis sur des mensonges s'étaient transformés en un tas de cendres en un instant. Notre mission, à Sophie et à moi, était accomplie. Nous nous sommes regardés et avons hoché la tête en silence. Il n'y avait plus de haine, seulement un sentiment de soulagement. J'avais l'impression d'avoir déposé tous les fardeaux de mon cœur. Je me suis retourné froidement et j'ai quitté la foule chaotique. Sophie m'a suivi, son fils dans les bras. Derrière moi, les pleurs, les insultes et le crépitement des flashs continuaient, mais cela ne m'atteignait plus. En marchant sous le soleil d'hiver, j'ai senti que mon avenir n'avait jamais été aussi ouvert et radieux. Un mois plus tard, la brise marine salée de la Corse soulevait doucement mes cheveux. J'étais assis sur un transat à l'ombre d'un palmier, contemplant la longue plage de sable blanc et la mer azur scintillante sous le soleil. Mes parents se promenaient le long du rivage, tandis que mon frère et ma belle-sœur jouaient dans l'eau avec leurs enfants. Leur rire joyeux se mêlait au bruit des vagues, créant une musique paisible et heureuse. Le voyage en Corse, reporté d'un mois, s'était enfin réalisé. Ce n'était plus une fuite, mais une véritable célébration. Une célébration de la liberté et d'un nouveau départ. Tout s'était réglé rapidement et sans accroc. La procédure de divorce avec Jean-Luc a été finalisée en une semaine. Avec les preuves irréfutables, j'ai obtenu la garde exclusive de mon enfant. L'appartement, que mes parents avaient financé en grande partie, est devenu ma propriété exclusive. Après le scandale du mariage, Jean-Luc et sa famille ont connu une chute brutale. L'entreprise de mon beau-père a fait faillite, et ils ont dû vendre leur grande maison pour rembourser leurs dettes. Jean-Luc a été licencié, et Antoine a vu ses fiançailles rompues. Ils ont payé un prix exorbitant pour leurs actes. Sophie a également obtenu ce qu'elle voulait. Par décision de justice, Jean-Luc a dû reconnaître son fils et lui verser une pension alimentaire mensuelle. Elle n'a pas gagné un mari, mais au moins, son fils avait une identité claire. Nous nous appelons de temps en temps, comme des compagnons d'armes qui ont mené une guerre ensemble. J'ai posé ma main sur mon ventre, sentant la vie grandir chaque jour. J'ai décidé de garder l'enfant. Il n'était pas la preuve d'un mariage raté. Il était mon espoir, mon avenir. Je l'élèverai seul, et je lui offrirai la meilleure vie possible, dans l'environnement le plus pur, rempli de mon amour et de celui de ma famille. En regardant ma famille heureuse à mes côtés, j'ai souri. J'avais perdu un mari méprisable et une belle famille calculatrice. Mais j'avais retrouvé Camille Dubois, une femme forte, libre et indépendante. Le passé était clos. Un nouveau chapitre de ma vie, plein de joie et de lumière, commençait ici même.